bonjour et bienvenue à votre rendez-vous citoyen, un rendez-vous où les citoyens de différentes corporations se prononcent librement sur un sujet pour pouvoir apporter leur contribution et les pistes de solutions pour l'émergence du Tchad. Chers téléspectateurs, internautes, auditeurs également du groupe Electromédia, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous citoyen. Merci pour votre fidélité de nous suivre. Nous constatons ce dernier temps dans le pays plusieurs conflits dans plusieurs régions, faisant des morts, des arrestations, des citoyens, des enlèvements et tortures, les cris de la population qui expriment leur ras-le-bol. Ceci nous conduit aujourd'hui à mettre en lumière les défis de la justice tchadienne. Le thème qui retient alors notre attention est le défi de l'état de droit entre législation abondante et faible applicabilité des lois. L'état de droit désigne donc un état dans lequel la puissance publique est soumise aux règles de droit. Il fait respecter l'égalité des citoyens et la séparation des pouvoirs. Tout ceci constitue donc une approche où l'individu, tout comme la puissance publique, est soumise à un même droit fondé sur le principe du respect de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. En effet, cette loi s'applique-t-elle de manière équitable envers les citoyens tchadiens? Malgré l'existence des textes juridiques, pourquoi la mise en œuvre cause-t-elle souvent de problèmes? Quelle solution pour restaurer la justice et l'égalité à tous? Pour en parler, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur le plateau Monsieur Massalbaï Tenebay, qui est donc ancien président de la Ligue tchadienne de droits de l'homme et par ailleurs consultant. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Merci. Content d'être sur ce plateau. Nous avons également monsieur Ndokot Clément Abaïfouta, qui est également le conseiller auprès du PDG de Electron TV et qui est également syndicaliste. Bonjour monsieur Clément. Bonjour madame. Merci beaucoup, c'est aussi un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Et nous avons également notre troisième invité qui est en route en l'honneur de M. Abdoulaye Bonokono, qui est substitut du procureur syndicaliste et coordonnateur de la plateforme L'Unité Nationale. Alors, messieurs, aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'état de droit. Quelle analyse faites-vous donc de l'état de droit au Tchad? Je commence donc par M. Massalbaï. Merci. Il va falloir, n'est-ce pas, trouver par quel angle prendre le problème, parce que tant la question des droits de l'homme recouvre des vastes domaines, de plusieurs domaines, etc. Alors, l'état de droit, ça commence d'abord par un État qui, volontairement, librement, et sur ce plan, le Tchad a souscrit volontairement à une très forte, très importante, mais sans volume, de textes internationaux qu'il a ratifiés librement et pour lesquels il a pris l'engagement, n'est-ce pas, de les mettre en œuvre. Quand on observe du moment où ces traités et conventions internationales ont été ratifiés et donc le Tchad s'est inscrit, nous avons assisté également à une floraison de législation nationale dans une multitude de domaines, qu'il s'agisse du code pénal de 1917, n'est-ce pas, qui est une très bonne évolution à la part tchadienne, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, des droits de la femme, des droits de l'enfant, des questions de la torture, etc. Le Tchad, il y a une floraison, n'est-ce pas, de lois nationales qui ont été également prises. Donc sur ce plan, quand on observe et quand on écoute la communauté internationale, le Tchad fait partie et est considéré comme un bon élève sur le plan de la
ratification des instruments internationaux des textes. Sur ce plan, je crois que le Tchad échappe, n'est-ce pas, à tout reproche ou à toute récrimination. Maintenant, le problème réside à un niveau qui est également cerné, c'est la mise en œuvre de ces traités. Alors, M. Massalvé, comment fonctionne aujourd'hui le système judiciaire tchadien? Bien, je crois que j'ai eu l'expérience d'avoir pendant 17 mois assuré des fonctions de directeur général adjoint des droits de l'homme au ministère de la Justice. Mais j'ai eu aussi 30 ans, un peu plus, de lutte pour les droits de l'homme au sein d'une organisation des droits de l'homme avec les autres organisations. Et on peut faire un constat. La justice, d'abord en tant qu'institution, a bénéficié, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'éléments structurels, n'est-ce pas, qui lui permettent de faire son travail, c'est-à-dire d'assurer l'égalité des citoyens, de régler les conflits entre les citoyens sur la base du droit, et donc de sanctionner ce qu'il faut sanctionner, mais également donc de faire en sorte qu'il y ait une cohésion sociale et que les Tchadiens se reconnaissent dans cette justice. Or, la justice peine aujourd'hui, peine face à des grands défis parce que l'histoire tumultueuse du Sud a fait que nous nous sommes retrouvés dans une société constituée de communautés où, d'un côté, les institutions judiciaires sont affaiblies par des groupes d'intérêts, par des puissances internes, n'est-ce pas, qui ont des intérêts à défendre, mais affaiblies aussi, et donc la question de l'impunité, mais affaiblie. Je vais me tourner vers le conseiller. Monsieur le conseiller, quelle analyse faites-vous sur l'état du droit au Tchad? Ben, écoutez, le Tchad, partant d'une certaine approche, d'une certaine considération, le Tchad a tous les outils, les meilleurs outils même, j'allais dire, comme l'a dit le président, pour que le droit de l'homme soit respecté, soit mis en œuvre. Vous voyez, nous avons la multitude, n'est-ce pas, des associations des droits de l'homme qui font un très bon travail sur le terrain. Mais le hic, comme nous le disons, c'est que ce n'est pas des hommes qui manquent, ou alors des femmes qui manquent, n'est-ce pas, pour mener le bateau, j'allais dire, de droits de l'homme. Il faudrait créer une atmosphère saine qui puisse permettre, n'est-ce pas, aux associations de droits de l'homme, aux entités qui luttent et qui défendent la cause des droits de l'homme puissent faire le travail, n'est-ce pas, sereinement. Vous savez, dans ce pays, lorsque vous allez dans une partie du pays, c'est que le droit de l'homme est plutôt en danger. Faisant normalement son travail, il se voit plutôt en danger. Donc moi je me dis qu'il y a du travail à faire pour, n'est-ce pas, recadrer ou alors mettre en application les beaux textes que nous avons. Le président l'a dit, le Tchad est parti dans beaucoup, n'est-ce pas, des engagements internationaux, des engagements sous-régionaux, des engagements régionaux, pour que le Tchad puisse, n'est-ce pas, se prévaloir comme un bon élève en termes, n'est-ce pas, de droits de l'homme. Mais vous voyez, déjà au lendemain de l'indépendance de ce pays,
3 ans après, on est parti, n'est-ce pas, dans des déchirures, sociales, dans des déchirures, n'est-ce pas, des guerres fratricides. Et on nous a amené à croire que le Tchadien n'est pas le même Tchadien au nord, le Tchadien n'est même pas le Tchadien au sud. Alors, monsieur le conseiller, Oui. Est-ce que les droits fondamentaux sont-ils respectés? Est-ce que les droits, notamment le droit à la vie, le droit à l'égalité devant la loi, le droit à la liberté d'expression, l'interdiction de torture et des traitements inhumains, est-ce que ces droits-là sont-ils vraiment respectés? Vraiment respectés, j'allais dire non. Je vais dire non. Lorsque nous voyons ces derniers temps comment les gens s'entre-déchirent, lorsque nous voyons comment on assassine les gens, comment dans les lieux de détention les gens sont torturés. Or, le Tchad est parti signataire, n'est-ce pas, de l'abolition de la torture. Donc moi je me dis quand même que l'applicabilité et la notion des droits de l'homme en tant que telle n'est pas respectée à 100%. Raison pour laquelle, madame, je dis qu'il y a du travail à faire. Parce qu'en fin de compte, pour que nous puissions hisser le Tchad en tant que bon élève, pas en termes de textes, parce que les textes, nous les avons. Les hommes, nous les avons. Mais maintenant, l'applicabilité, il va falloir que nous puissions, n'est-ce pas, avoir le temps, même si le travail est fait d'une manière assez dure, d'une manière assez austère. Les gens, je voudrais dire, les gens qui s'engagent, n'est-ce pas, dans la lutte des droits de l'homme, il faut dire que c'est un sacrifice. Parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas aidés sur les bornes, sur, n'est-ce pas, le terrain. Donc moi je me dis, en termes, n'est-ce pas, de mise en œuvre, en termes, n'est-ce pas, de droit, du respect des droits de l'homme, nous avons encore du travail à faire. Alors, M. Massalbaye, que pensez-vous justement des droits fondamentaux? Est-ce que les droits fondamentaux sont-ils vraiment respectés dans ce pays-là? De mon point de vue, 2 situations majeures peuvent retenir l'attention. La première situation renvoie, n'est-ce pas, aux questions de respect des droits fondamentaux, droit à la vie, liberté d'expression, le droit, n'est-ce pas, de circuler librement, d'aller, de venir, etc. Tout ça, quand on regarde, le tableau n'est pas réjouissant du tout. Le tableau n'est pas réjouissant parce que il y a un certain nombre de faits des autorités et du gouvernement qui se sont engagés dans des positions, des postures qui les ont amenés à prendre des ordonnances, des textes liberticides. Des textes liberticides, n'est-ce pas, qui ont complètement réduit l'espace civique, l'espace d'expression des citoyens, n'est-ce pas, en matière de liberté d'expression, etc. Des journalistes qui sont arrêtés, violentés, conduits en prison comme des malpropres, des associations de droits, des organisations de droits de l'homme suspendues ou interdites, bien d'espace de décisions, de décisions qui ont été prises, n'est-ce pas, sur la base des textes qui ont fait que l'environnement, cela donne l'impression que l'environnement légal et réglementaire des organisations de la société civile, des droits de liberté, n'est-ce pas, ils sont attaqués, cet environnement attaqué depuis quelques années. En fait, aujourd'hui, l'espace civique et de liberté s'est complètement réduit. Et tout cela, ça étrangle, ça crée des situations de frustration, ça crée des situations de révolte. Ça, c'est pour caricaturer la première situation. La deuxième situation qui participe, n'est-ce pas, des conséquences et des reflets, n'est-ce pas, des effets, c'est que ça provoque... Alors, M. Massalbaye, justement, parlant du non-respect, qu'est-ce qui justifie le non-respect des textes juridiques? Qu'est-ce qui justifie cela? Ben, c'est l'autoritarisme. Nous sommes en face, n'est-ce pas, dans une situation où on a l'impression, n'est-ce pas, que l'État s'est radicalisé. Nous avons, n'est-ce pas, un État autoritaire qui ne supporte pas de voix discordantes,
Donc, qui croit que réduire les espaces civiques, qui croit que mettre en prison les gens, les opposants, mettre en prison les journalistes, etc., constitue, n'est-ce pas, la réponse à tout. Non. On a vu que, par ailleurs, que aucun État ne réussit, n'est-ce pas. Il faut libérer les espaces. Il faut libérer l'expression, la libre expression. Parce que la libre expression aide ceux qui gouvernent, n'est-ce pas, à pouvoir prendre des décisions, n'est-ce pas, allant dans le sens, n'est-ce pas, de la cohésion sociale, allant dans le sens, n'est-ce pas, de la jouissance des libertés. Donc, il y a des institutions qui ont pour mission de faire ce travail, mais qui ne le font pas du tout. Parce que certaines sont en panne, comme les institutions judiciaires, comme par exemple la CNDH également, dont les associations des droits de l'homme soient complètement affaiblies, donc qui n'ont presque plus de voix. Oui. Tout ça nous présente un environnement, un tableau, n'est-ce pas, qui est inquiétant dans le processus de mise en place, n'est-ce pas, de construction du processus de la démocratie. On ne construit pas une démocratie, n'est-ce pas? On ne construit pas un état de droit en limitant l'expression, en limitant les droits de l'homme. Donc, il y a cela. Deuxième situation majeure pour laquelle je voulais en revenir, toutes ces mesures qui étranglent, toutes ces mesures qui bafouent les droits de l'homme, toutes ces mesures qui limitent les libertés, la libre expression, toutes ces mesures qui ne créent pas un climat de paix, créent des fractures, des lignes de fracture entre les populations. Vous voyez, n'est-ce pas, que sur ce plan, le Tchad, il semble sombrer dans des événements qui se sont suscités depuis quelques années, n'est-ce pas, avec des violences inouïes, épouvantables, inexplicables, tout simplement parce que les communautés, les Tchadiens sont arrivés à une situation où, pour eux, régler le problème par eux-mêmes, face, n'est-ce pas, à l'absence de justice, face aux institutions qui démissionnent de leurs fonctions régaliennes, alors on arrive à une situation où les lignes de fracture entre les populations sont telles que on se demande aujourd'hui comment on pourra trouver des solutions. Et donc, vous voyez bien, Wadaï, Madkao, mais bien avant ça, alors justement, monsieur le conseiller, parlant de cet aspect, l'injustice dans les nominations au poste de responsabilité n'est pas à l'origine de la haine entre les Tchadiens. Et que dit la justice? Bon, moi je crois que, comme je l'ai dit, c'est que les gens semblent plus croire à un État, quand bien même nous avons tous les atouts pour penser que nous avons un État, parce que les instruments, les outils qui font que le Tchad est un État, nous les avons. Mais l'applicabilité des textes, maintenant c'est les hommes. Lorsque les hommes, n'est-ce pas, se laissent aller, lorsque même les membres du gouvernement versent dans la justification de l'impunité, je crois que ça fait problème. Ça fait que notre société est hypothéquée. Notre liberté, notre démocratie est en mal. Or, l'État, avec son gouvernement, devrait faire en quelque sorte que le citoyen lambda se sente dans sa liberté totale. Il peut circuler, aller, n'est-ce pas, de Mbaye-Bokoum à Faya, de Mongo à Adré, mais partout où vous allez, vous sentez que la liberté est fauchée, la liberté est entamée. Vous savez, c'est comme si l'État voudrait... Voyez-vous, il y a des gens qui pensent qu'ils sont eux-mêmes État et qui font peur. Quelqu'un l'a dit récemment. Nous n'avons plus, je ne sais pas, foi en notre justice. Quand bien même nous avons des magistrats bien formés, nous avons un ministre qu'on fait, mais
qu'on lui laisse la main, qu'on laisse la main à ces gens-là d'appliquer la loi. Parce qu'on dit quelque part que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, si nous devrions être, n'est-ce pas, gouvernés par la loi, il faudrait bien que cette loi soit appliquée et que des individus, des citoyens respectent, n'est-ce pas, la loi. Parce qu'on ne peut pas être dans un État et ne pas respecter la loi, violenter la liberté des gens et faire en quelque sorte que nous puissions être dans un embryo, dans un espace qui ne respire pas, qui se sent étouffé. La jeunesse a besoin, n'est-ce pas, de l'espace. La femme a besoin de l'espace. La santé a besoin, les gens ont besoin de se soigner, les gens ont besoin de s'éduquer. Tout cela, en principe, l'État devait mettre en branle toutes ces possibilités pour que les citoyens se sentent, n'est-ce pas, dans un État. Les citoyens se sentent dans un État de droit. Parce qu'en fin de compte, si notre démocratie est entamée, ça signifie qu'on se retrouve plutôt dans une jungle, où alors chacun peut faire la loi. Un général peut faire sa loi. Les nominations, vous voyez les nominations, mais les dernières nominations sont complètement décriées. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas choisir une partie de la République et nommer seulement des gens qui peut-être même ne répondent pas. Vous savez, la dernière nomination, ils ont même nommé comme préfet quelqu'un qui est décédé il y a 2 ans. La même personne se trouve à 2 postes. Donc moi je me dis que les nominations devraient en principe tenir compte, n'est-ce pas, du profil. Nous avons des écoles qui forment, voyez-vous, des cadres qui pourront, n'est-ce pas, aider ce pays à avancer. Mais en fin de compte, pourquoi forme-t-on, n'est-ce pas, ouvre-t-on les écoles, on crée des écoles pour former des cadres qui devraient en principe être, n'est-ce pas, à la place, mais les cadres là, ils poireautent sous les Nîmes. Ils ne font pas leur travail. Or, ici au Tchad, ce n'est pas des cadres qui manquent. Il faudrait valoriser les talents, n'est-ce pas? On ne peut pas prendre juste une partie, n'est-ce pas, du pays et nommer 50 personnes et l'autre partie nommer 2 personnes. Je crois que ce n'est pas normal. Du groupe Electromédia, nous allons faire un tour à la régie pour permettre à notre 3e invité de s'installer. Nous avons marché aujourd'hui, comme c'est écrit sur la banderole et sur le pancarte, pour réclamer justice, pour exiger respect des droits humains, pour dire non à la barbarie et pour appeler l'État à assumer ses responsabilités. Justement, nous, professionnels libéraux judiciaires, sommes préoccupés, consternés. Nous sommes en pays, comme tous nos frères et sœurs, comme nos concitoyens, qui vivent ce moment difficile, qui ont vécu ce moment difficile et qui continuent à vivre ce moment difficile à cause de la barbarie humaine. Oui, nous nous rappelons encore ce qui s'est passé dans les différentes villes du Tchad, mais le plus récent, comme l'ont rappelé les prédécesseurs, Faya, Abidjan et Sanda de fraîche date. Mais ce n'est pas fini parce que pendant que les plaies ne sont pas encore cicatrisées, d'autres événements se passent encore dans d'autres localités du Tchad. Même au moment où nous parlons. C'est déplorable. C'est déplorable, c'est regrettable. Trop, c'est trop. Le sang a assez coulé. Non. Nos mères, nos pères, nos frères, nos sœurs, nous-mêmes, Tchadiens, sommes fatigués. Fatigués de ces pleurs. Oui, fatigués de cette barbarie humaine. C'est pourquoi nous appelons les responsables à assumer leurs responsabilités. On accuse que la justice tchadienne n'est pas indépendante. Mais cette indépendance n'est pas seulement une question de pression et des interférences politiques, économiques, sociales et autres. Surtout, la projection des maux que vit notre société avec son communautarisme et autres qui se reflètent dans les institutions et notre comportement.
Nous voilà de retour sur le plateau du rendez-vous des citoyens. Nous disons bonjour et bonne arrivée à M. Abdoulaye Bonokono. Merci madame, une fois de plus, toutes mes excuses pour le retard, indépendant de ma volonté. Justement, merci beaucoup également d'être sur le plateau. Vous êtes donc substitut du procureur et par ailleurs coordonnateur de la plateforme pour l'unité nationale. Évidemment. Merci beaucoup. Merci madame. Alors, nous avons commencé déjà bien avant votre arrivée. Alors, le dernier élément qu'on vient de suivre nous parle ici de la justice qui est donc gangrénée par la corruption et tout. Que pensez-vous de cela? Je suis visé, hein. En tant que magistrat, comment je prends le train en marche et puis directement. Oui. Bon, c'est pas des attaques, mais de toute façon, en tout cas, le panier à crabe. Hein. Ah ouais, franchement, ça c'est un véritable panier à crabe, en tout cas. Oui, la question de la justice, on ne s'arrête jamais d'en parler. Oui, parce que on a besoin de la justice pour qu'il y ait la paix, l'unité nationale et même le développement. Sans la justice, mais il ne peut jamais avoir la quiétude sociale, il ne peut avoir jamais la cohésion, l'harmonie sociale, pour que les citoyens puissent vivre en harmonie, voilà, en toute sécurité. C'est la justice qui garantit la sécurité aux citoyens. Et justement, ça patine, ça piétine, évidemment, à la justice. Oui, la justice est en panne. Et moi, ce que je déplore pour cette panne, je déplore le fait que assez souvent, nos dirigeants, lorsqu'ils prennent la parole au sujet de la justice, c'est des critiques. Ouais. On critique la justice comme si la justice est un service privé, alors que la justice est un service public. Et qui gère le public? C'est le gouvernement. Mais on remarque inoffensif que nous sommes, les magistrats, on fait l'objet toujours des critiques. Oui, parce que c'est nous qui incarnons la justice, les magistrats. Avec bien d'autres, bien entendu, acteurs judiciaires. Vous avez les avocats, vous avez, c'est toute une famille, vous avez les greffiers, vous avez les noteurs, les huissiers. Vous voyez, et principalement, quand je dis la justice, parce que quand on parle de justice, on voit d'abord le juge, hein, on voit d'abord, oui, c'est le magistrat qui est en première position. Voilà. La panne vient de qui? Est-ce que elle ne vient pas de nos dirigeants, de nos autorités publiques, de notre gouvernement? Bien entendu. Aujourd'hui, lorsque la justice fonctionne très mal, quand on demande des résultats, mais il faut des moyens. Vous ne pouvez pas demander un résultat, exiger un résultat, mais vous ne mettez pas en place les moyens pour que ceux-là qui exercent puissent travailler convenablement afin que ce résultat puisse être produit. Vous savez dans quelles conditions nous travaillons? Je l'ai dit un jour que la lenteur judiciaire, elle est normale parce que bon, pour une décision de justice quand même, des affaires que vous ne maîtrisez pas et on soumet à votre appréciation, il faut apprécier, il faut essayer de voir avec un certain discernement, avec une certaine intelligence, une certaine sagesse, voir la question avant de rendre une décision, et une décision qui ne doit pas être hâtive pour ne pas qu'elle soit une décision pleine d'erreurs. Et je l'ai dit, mais la lenteur, lorsqu'elle est abusive,
elle n'est plus bonne. Oui, abusive. Et là, il y a plusieurs facteurs. Et moi, je citerai en premier le facteur matériel. On travaille aujourd'hui au niveau de la justice. On est en manque sérieux des salles d'audience. On est obligé de renvoyer les audiences parce que, vous savez, on a plusieurs juridictions dans ce palais-là. Vous avez le tribunal, vous avez, enfin, les tribunaux. C'est ce qui explique que quand on multiplie les audiences foraines. Oui, mais justement, dans ce palais, vous allez tenir les audiences foraines où? Lorsque c'est ce palais, c'est le tribunal, vous avez plusieurs juridictions sociales, civiles, commerciales. Vous savez, et chaque juridiction a des chambres. Par exemple, le tribunal de grande instance, plusieurs chambres. Vous avez la cour d'appel avec plusieurs chambres et on n'a que 5 salles d'audience où quotidiennement on doit tenir les audiences. Nous sommes obligés, on est obligé de tenir une fois le mois. Et là, comment on peut rendre dans un temps normal et bref, réel, une décision? C'est pas évident. Les conditions dans lesquelles nous travaillons, c'est des conditions rudes, mais nous faisons des sacrifices. Oui, la corruption, c'est vrai, en fait, le magistrat, c'est d'abord un humain. Un humain, mais cet humain, lorsqu'on sait déjà que c'est un humain et qui est faillible, il faut lui créer des conditions, le mettre à l'abri de de ce mal qui est la corruption. Il faut le mettre à l'abri. Mais lorsque on expose le magistrat à la corruption, mais alors, nous sommes des hommes, la tentation. Alors, qui doit régler toutes ces questions? C'est le gouvernement. Moi, je ne parle pas de l'État ici, parce que l'État, c'est nous tous. Mais je parle du gouvernement, nos dirigeants. C'est eux qui ont les commandes, et ce sont eux qui sont capables de régler toutes ces questions-là. Aujourd'hui, si la justice fonctionne mal, mais je trouve anormal, et parfois, ça m'amène même à rire, et bien d'autres personnes. Lorsque le gouvernement lui-même s'élève et critique, dit qu'il y a la corruption dans le milieu judiciaire, la justice fonctionne très mal. Mais c'est vous qui dirigez, c'est vous qui avez les commandes. Mais vous n'avez pas raison de dire que ça fonctionne. Mais faites en sorte que ça puisse fonctionner bien. Mais qui doit venir derrière? Est-ce que ce sont les magistrats? Mais aujourd'hui, si on n'a pas, vous manquez des rames de papier, il n'y a pas de machines, des matériels. Mais on doit apporter ça de chez nous. C'est le gouvernement qui doit mettre en place tout ça. Et je pense que si les concernés me suivent, il est temps qu'on arrête avec cette comédie, on arrête avec ce cirque, mais il faut plutôt, lorsqu'on sait que ça fonctionne mal, ça ne va pas, il faut plutôt, là où ça fonctionne mal, là où se trouve le mal, il faut réparer, il faut remédier. Aujourd'hui, c'est vrai, moi je suis un magistrat, c'est vrai, mais dans le milieu judiciaire, je ne dirais pas qu'il n'y a pas la corruption, il y en a. Mais lorsque on met le magistrat ou bien les acteurs judiciaires dans un état de besoin où on les pousse vers la corruption, il n'y a pas raison de crier après qu'il y a corruption. Mais lorsqu'il y a corruption, il y a un corrompu, mais il y a un corrupteur. Qui est le corrupteur? Et quand on dit corruption, mais ce n'est pas seulement l'argent qu'on donne aux magistrats ou aux greffiers. La corruption, c'est également les interférences. Oui, dans les décisions, les interventions dans les décisions du juge. Oui, lorsque ce juge qui est nommé, il est nommé par favoritisme. Il est nommé parce qu'on a besoin de lui pour faire la volonté. Mais alors, est-ce qu'il va rendre une décision en toute impartialité, en toute indépendance? Et donc, ça, c'est aussi une corruption. La corruption, c'est pas soudoyer le magistrat, lui donner de l'argent. Mais la corruption, c'est également, c'est-à-dire que les interventions dans les décisions de justice où on déplore l'intervention parfois de nos autorités dans les décisions de justice et les obstructions
à l'exécution des décisions également de justice. Ça aussi, c'est un problème. Une décision est rendue, mais on est en difficulté d'exécuter une décision qui est rendue. Mais à quoi rendre une décision lorsque on n'est pas en mesure de l'exécuter? Ça, c'est aussi un autre problème. Alors, il y a justement un autre aspect que je voudrais un peu souligner. Monsieur Abdoulaye, aujourd'hui, la population n'accorde pas du tout la crédibilité à la justice, tout simplement en disant qu'il y a des individus qui sont au-dessus de la loi. Alors, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une justice indépendante au Tchad? Dire que la justice n'est pas totalement indépendante, je dirais oui, je dirais aussi non. Parce que, bon, comme on dit vulgairement, une tomate pourrie pourrira toutes les autres, évidemment. Si parmi nous, il y a des corrompus, il y a des magistrats qui ne pratiquent pas, n'exercent pas, ils ne font pas preuve de leur indépendance, mais c'est tout le reste qu'on voit comme les autres. Mais sinon, il y a parmi nous des magistrats qui sont impeccables, qui, de toute façon, c'est-à-dire, ils rendent leurs décisions en toute impartialité, en toute indépendance. Il y en a. Mais qu'est-ce qu'il faut faire si déjà on a une bonne partie qui est bonne, mais faisons en sorte que... Moi, aujourd'hui, lorsque les justiciables... C'est vrai que la population... Parce que les décisions que nous rendons, c'est en faveur de qui? C'est en faveur de la population. C'est en faveur, évidemment, de la population. Et lorsque, aujourd'hui, la population a perdu la confiance vis-à-vis de la justice, oui, c'est à juste titre. C'est à juste titre. Mais moi, je demanderais à cette population de se tourner plutôt vers nos dirigeants. Vers nos dirigeants qui n'aident pas le magistrat à rendre des bonnes décisions, à travailler convenablement pour qu'il y ait justice. Il faut plutôt s'en prendre à nos dirigeants, s'en prendre au gouvernement, aux autorités publiques. Oui, parce que nous, magistrats, acteurs de la justice, on n'a pas de moyens. Oui, on n'a que nos têtes, nos intelligences. Mais il faut des moyens. C'est les moyens qui doivent accompagner cela. Mais lorsqu'il n'y a pas de moyens, vous voyez dans quelles conditions, j'ai cité ici, dans quelles conditions nous travaillons. Mais le découragement va s'installer. Vous voyez, la démotivation va s'installer. Et puis, voilà, il y en a, par découragement, ils se laissent aller. Ils n'ont plus la capacité de pouvoir se contenir, de pouvoir supporter certaines conditions. Et, vous voyez, et moi je dis que, est-ce que ce n'est pas entretenu? Bien entendu. Moi je dis, en fin de compte, que c'est entretenu, parce que ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Mais nous continuons, et c'est au vu et au su de tout le monde, de nos dirigeants, qui savent, aujourd'hui, quels sont, nos autorités ne peuvent pas dire qu'ils ignorent nos problèmes, nos difficultés. Mais ils doivent en faire un défi et relever. C'est plutôt un défi qu'ils doivent. Monsieur Massalbaye, pensez-vous vraiment que la justice rend justice aux justiciables de manière équitable et juste? D'abord, j'adhère totalement, n'est-ce pas, à l'analyse pertinente faite par monsieur le procureur. J'adhère. C'est que on assiste à un phénomène où le gouvernement botte en touche. Alors que c'est lui qui a la capacité, n'est-ce pas, de résoudre les problèmes. Et pour cause, il y a eu combien de réformes de la justice qui ont été engagées avec l'appui, n'est-ce pas, des partenaires internationaux. Dans le cadre de la coopération internationale, on a vu récemment Pragis 1, Pragis 2, etc., tout ça. Vous voyez bien. Moi, j'ai discuté avec un cadre de la coopération internationale qui m'a avoué qu'aujourd'hui, le gouvernement ne les écoute plus, ne les associe plus. Et donc, il y a un choix suicidaire qui a été effectué par le gouvernement. Donc, moi, je crois que c'est vrai qu'il y a une part, la grosse part, parce que la justice n'est pas partie du domaine régalien de l'État. Et donc, la justice devrait être inscrite parmi, ou sinon, l'une des plus grandes priorités. Si on veut ça ne sert à rien
d'être tout le temps en train de vouloir régler les effets. Quand les communautés s'affrontent, c'est les effets d'une justice, n'est-ce pas, qui est en panne. Et qui peut régler cette panne-là? Le mécanicien, c'est qui? Le mécanicien, c'est le gouvernement, c'est pas le magistrat, même s'il y a des magistrats qui ont leur part. Donc, il y a eu des réformes qui ont été faites. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'effet. Les mêmes problèmes, les mêmes causes produisent les mêmes effets, etc. Et on est entré dans un cercle vicieux. Mais il y a aussi un autre aspect qui me semble très très important à soulever, qui viendrait de la part du côté, n'est-ce pas, de deux acteurs principaux. D'abord les magistrats, par rapport à la corruption. La corruption pécuniaire, économique, à l'argent. Vous savez, la corruption est un phénomène mondial, planétaire. Planétaire en ce moment. Même les États-Unis, etc., même les grandes puissances, la corruption. Mais je crois qu'il faut s'attaquer à un autre problème. Où va l'argent de la corruption? C'est l'angle de cette... Quand un magistrat est corrompu, il reçoit beaucoup d'argent, comme tout autre cadre de données, etc. Cet argent va où? C'est là où cet argent va qu'il faut attaquer. La répression devrait voir, n'est-ce pas, où va l'argent de la corruption? À quoi ça sert? Et ça sert à construire des écoles? Tant mieux. Est-ce que ça sert à construire des immeubles privés? Alors là, ça pose problème. Oui, donc, en fait, oui. Donc sur ce plan et d'autres choses. Nous nous sommes attardés sur les défis. Maintenant, nous allons trouver les pistes de solutions. Parce que là, le temps nous prend déjà à la gorge. Et donc, que faire maintenant pour renforcer la confiance de la population vis-à-vis de la justice, et que peut-on faire maintenant pour que la justice s'assume vraiment d'une manière équitable? En fait, c'est très intéressant ce que a dit le frère panéliste tout à l'heure. Vous savez, la corruption dans le milieu, c'est une corruption modique. Oui, j'ai dit modique, pourquoi? Parce que c'est combien d'argent? L'argent qu'on utilise pour corrompre le juge. Pour la popote. C'est même combien? Voilà. Ça parle en termes de combien? C'est pas mais la corruption dans d'autres secteurs, mais on parle en termes de milliards. Oui, mais dans le milieu judiciaire, c'est les 200 000, les 500 000, tout au plus les 1 million. Vous savez, mais dans les autres secteurs. Et pourquoi la corruption dans le milieu judiciaire, elle est trop décriée et elle est trop vue? C'est parce que c'est sensible. Le milieu de la justice, c'est un milieu très sensible parce que ça parle de la question de sociétale, question de paix, et ce qui concerne la paix, elle est toujours sensible. C'est pour cette raison que la corruption dans le milieu judiciaire, on n'aime pas la vivre. Mais sinon, dans les autres secteurs, mais c'est des milliards. C'est des corruptions. En fait, c'est la grande corruption. Dans le milieu, c'est la petite corruption. Oui, et c'est vrai, parce qu'on n'aime pas que cela se produise. Ce n'est pas parce que c'est petit qu'il doit y avoir. Non, on n'aime pas. On n'aime pas. Et donc, comment faire, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous sommes des gouvernés. Nos gouvernants sont là. Et ce sont nos gouvernants qui tiennent les commandes, ce sont eux qui ont les moyens, ce sont eux qui mettent à la disposition de la justice les moyens. Mais lorsque on ne nous procure pas les moyens, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Aujourd'hui, nous faisons des sacrifices. Vous ne savez pas dans quelles conditions nous travaillons, vous ne savez pas ce que nous on fait pour tenir aujourd'hui les audiences. Nous rendons les décisions dans des conditions difficiles, rudes, compliquées. Nous avons beau crier. Vous avez fait? Des promesses ont été faites. Nous le demandons pour qui? Nous ne le demandons pas pour nous. C'est un service public.
La justice, c'est que nous ne faisons pas un travail à titre privé, mais c'est un service public que nous rendons à la population, à la République, vous savez. Et donc, lorsque nous demandons que les conditions de travail et de vie soient améliorées, c'est bien pour la République et non pour nous, les magistrats, vous savez. Et là, malgré tout ça, c'est-à-dire, c'est la sourde oreille, c'est des promesses fallacieuses, des promesses, des engagements non tenus. Vous savez, moi je pense que nos autorités publiques, nos gouvernants doivent être responsables, doivent prendre leurs responsabilités, doivent essayer de faire preuve de discernement, de délicatesse, de clairvoyance, parce que sans la justice aujourd'hui, même sur le plan économique, ça va patiner. On a besoin de la justice pour que les investisseurs étrangers puissent venir s'installer. Oui, c'est un critère. Oui, c'est un critère, c'est une condition. Mais dans un pays où on décrit, on dit que la justice... Et vous savez, nos autorités eux-mêmes, ils se tirent les balles dans les pieds. Lorsque on décrit, vous-même vous décriez qu'il n'y a pas la justice dans ce pays. Mais vous-même vous le dites, quels sont ces investisseurs qui vont venir s'installer? Et la population elle-même, lorsque nous gouvernons, eux-mêmes ils disent qu'il n'y a pas la justice. Mais quel sera le sentiment de nos populations? Alors, monsieur le conseiller, quel rôle peut jouer les associations de la société civile, droits de l'homme, pour pouvoir contribuer par rapport à la mise en application des textes et des lois, hein, surtout? Oui, mais vous savez, les associations de droits de l'homme, ce n'est pas eux qui gèrent le pays. Hein. Donc, eux, ils ne peuvent que... leur mission, c'est sensibiliser, former, éduquer la population à la cause, n'est-ce pas, démocratique. Maintenant, si ces associations de droits de l'homme sur le terrain n'ont pas la possibilité d'avoir accès à des gens vulnérables, à des gens qui sont violentés, à des gens aux justiciables, les préparer pour la justice, mais qu'est-ce que les associations peuvent faire? Les associations ne peuvent que se sentir muselées, ne peuvent que se sentir, n'est-ce pas, étouffées. Moi, je crois que ce que les associations peuvent faire, c'est dire... comme ils ont l'habitude de dire, c'est dire, là, ça blesse, là, ça choque. Je crois que leur mission, c'est une mission, n'est-ce pas, d'éducation, une mission de sensibilisation. Mais il va falloir que le gouvernement soit à l'écoute des associations. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, si le gouvernement ne peut pas, n'est-ce pas, créer une atmosphère pour que la justice se fasse, si le gouvernement ne peut pas, n'est-ce pas, offrir un bâtiment, n'est-ce pas, qui puisse contenir toute la magistrature ou tous les tribunaux. Mais je crois qu'il y a un problème. Et les associations ne peuvent que dire, hé, gouvernement, alertez. Et ils alertent, mais ils ne gouvernent pas. Parce qu'il va falloir que ceux qui gouvernent puissent être sensibles au travail que les associations de droits de l'homme font. Si les gens se blottissent, n'est-ce pas, derrière du marbre, insensibles à ce que la population vit. Parce que les associations de droits de l'homme sont ancrées, n'est-ce pas, dans la société, sont vives au quotidien ce que la population, les paisibles situations vivent. Mais si le droit de l'homme porte à l'intention, n'est-ce pas, des gens qui gouvernent là-bas, les gens se sont déchirés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle stratégie il faut mener? Donc, les associations de droits de l'homme n'ont que des stratégies, n'ont que des alertes à faire, n'ont que des propositions à faire. Mais ils ne peuvent pas monter sur les chevaux ou alors monter sur le toit. Mais le gouvernement fait la sourde oreille. C'est ce qu'on ressent. Monsieur le conseiller, merci beaucoup. Je passe la parole à monsieur Martial Baye. Oui. Oui, moi je crois que la question, n'est-ce pas, ressemble à un serpent de mer, hein, ou un serpent à 7 têtes. Hein. Chaque fois qu'on en coupe, il y a une autre qui repose. Et je crois que les choses ne peuvent se régler dans des cadres multi-acteurs. Ce n'est pas une question de l'État seul, du gouvernement seul, pas une question des associations seules. Moi, je crois que ça appelle que le gouvernement prenne conscience que la question de la justice est une question, n'est-ce pas, d'ensemble. Et que dans ce cadre-là, trouver des mécanismes où les différents acteurs politiques, sociaux, institutionnels surtout, n'est-ce pas, au niveau national et au niveau
local, n'est-ce pas, pour échanger et voir dans quel cadre les acteurs sociaux comme les organisations de défense des droits de l'homme, les syndicats des magistrats, les syndicats des civils peuvent travailler ensemble pour renforcer. Tout cela, ça dépend de... Il y a des espaces qui existent. Ouais. Notez que fin février 2020 et début février 2024, il y a eu au niveau, n'est-ce pas, de la 45e session des Nations Unies du Conseil national des droits de l'homme, l'examen périodique universel. C'est un cycle, n'est-ce pas, qui revient tous les 4 ans où chaque État est examiné par rapport au progrès ou aux problèmes, n'est-ce pas, des droits de l'homme. 2 engagements ont été pris d'abord à la 75e anniversaire des droits de l'homme. Le Tchad a pris l'engagement, n'est-ce pas, de prendre... voilà. Bon. Donc, lors de l'examen périodique universel, 242 recommandations venant de tous les États membres ont été adressées au gouvernement. 242. Et si on les recoupe, on arrive à 100 recommandations. En dehors de celles qui sont notées, c'est-à-dire les recommandations rejetées. Et le gouvernement tchadien a pris l'engagement, n'est-ce pas, d'élaborer un plan national des droits de l'homme. Ça, c'est un cadre où on peut retrouver tous les acteurs. Tous les acteurs, oui. Et ce plan national, n'est-ce pas, est un plan qui repose également sur notre plan stratégique qui devrait amener à la mise en œuvre de ces recommandations jusqu'au prochain cycle, c'est-à-dire dans 4 ans. Donc, il y a des espaces qui sont créés. Et moi, je crois que dans l'élaboration, il y a un comité qui a été mis en place. Et je doute que dans ce comité, il y ait des syndicats, des magistrats, il y ait des associations de l'homme qui ont été associées. J'ai observé, j'ai cherché, j'ai regardé. Et c'est le ministère de la Justice, n'est-ce pas, qui est le leader, n'est-ce pas, dans cette mise en œuvre. Alors, bien, les solutions Mauvaise existent. Volonté. Ouais. Les solutions existent. Mais il y a un travail à faire également du côté des citoyens. Oui, n'est-ce pas? Tout ça, ça a créé, comme je parlais d'un serpent à 7 têtes ou des plusieurs têtes. Les répercussions, n'est-ce pas, que les citoyens, regardez le comportement des citoyens eux-mêmes. Regardez comment les citoyens roulent dans la rue. Regardez pour un frottement de 2 épaules, ça se traduit des tensions, des bagarres. Regardez tout ça. Ah oui. Hein? Donc, les citoyens également ont besoin d'être pris en compte. Et là, je crois c'est des cadres de concertation. Dialoguer avec les acteurs sociaux ne constitue pas une faiblesse. Et ça, nos dirigeants n'arrivent pas du tout à comprendre ça. Je vais donner également 30 secondes Oui. à M. Gonon. Oui, en fait, nous devons nous battre pour la mise en place d'un état de droit. Ouais. Oui, c'est important parce que ça, c'est un principe, c'est une notion, un principe juridique, politique, et c'est fondamental pour un État, l'état de droit. Et pour la mise en place d'un état de droit, on a besoin de la justice, parce que c'est que la justice est un peu partout, on trouve dans les facteurs, voilà, les éléments essentiels pour la mise en place d'un état de droit, la justice, parce que la question de la séparation de pouvoir, la question de la légalité, la question de la protection juridique, à tous les niveaux, vous savez, qui applique la loi ou qui fait appliquer la loi, c'est le magistrat. C'est vrai que le Parlement, à travers les députés, font la loi, mais qui applique, c'est le magistrat, c'est la justice. Donc, la justice, c'est un élément essentiel que nous devons également mettre en place pour que ça soit non je dirais, il faut que la justice soit une réalité pour que la population, et tout à l'heure vous avez dit quelque chose de très important, la population également a sa part, parce que l'obéissance à la loi est liberté. Oui, nous avons des lois, il faut obéir aux lois, et aujourd'hui, vous savez, justement, je suis ici en tant que coordonnateur, vice-coordonnateur de la plateforme. Vous savez que cette plateforme, c'est que nous cherchons à travers la plateforme, c'est quoi? C'est
la paix et l'unité nationale. Et cette paix ou cette unité nationale, nous ne pouvons jamais y accéder sans la justice. Aujourd'hui, ce qui a généré, a engendré la mise en place, a créé, qui a sous-tendu la création de cette CI, ce sont les conflits qui se sont... Et quelles sont les conséquences? Oui, ou les causes. Mais c'est l'inexistence de la justice, les impunités. C'est tous ces éléments-là. Et donc, nous, aujourd'hui, nous devons œuvrer. Parce que c'est vrai, vous avez dit quelque chose de très important. On ne doit pas laisser seul le gouvernement face à cette question. Je suis obligée de mettre terme. Merci en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant de parler de la justice, surtout c'est légitime, c'est fondamental. Malheureusement, nous sommes déjà arrivés à la fin du temps qui nous a été imparti. Merci beaucoup, Monsieur Abdoulaye Bono-Kono. J'ai tort d'être venu en retard. Ah, prochainement, tâchez d'être là. Attends, alors. Merci également, Monsieur Massalvaï Tenebaï, et merci également, Monsieur Ndokot Clément Abaïfouta. Merci beaucoup également à vous, chers téléspectateurs. Nul n'est au-dessus de la loi. Vivement, nous appelons les autorités et surtout le maréchal Mohamed Idriss Déby, nos présidents de la République. Les Tchadiens demandent tout simplement l'application des textes juridiques et le respect des droits fondamentaux. Merci à nos invités. Merci, chers téléspectateurs internautes du groupe Electromédia. À très bientôt. Au revoir.